Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Marielle de Sarnez, députée européenne et vice-présidente du MoDem. Bonsoir. Bonsoir. Conseil européen, sommet européen ce soir à Bruxelles. On attend la déclaration de François Hollande d'un instant talent. Il y avait deux urgences, la Grèce et l'Ukraine. On commence avec la Grèce. Angela Merkel, à huis clos, avec Alexis Tsipras, aurait prononcé le mot de compromis ce soir. Vous vous dites optimiste? Je dis qu'elle a raison et que c'est la seule façon d'avancer. Et donc, il faut qu'on avance. Il va falloir que Tsipras lâche 2-3 points. Et puis, il va falloir que les Européens regardent les choses un peu plus intelligemment aussi. À la vérité, on a obligé la Grèce non pas à faire des réformes depuis 5 ans. Par exemple, la réforme du cadastre, la réforme de la fiscalité. On les a obligés à couper dans les salaires. On les a obligés à augmenter les impôts. Ce qui n'est pas une bonne politique de long terme. Donc, il faut que Tsipras, au fond, il faut négocier avec lui un agenda de réforme qui est vraiment des réformes de fond qui se passent chez lui. Je note en passant que tous ceux qui lui demandent des réformes de fond ne les font pas forcément chez eux, donc c'est pas si simple que ça. Et en même temps, oui, par exemple, et en même temps, il va falloir qu'on lâche un peu de lest, qu'on arrête de demander, par exemple, des nationalisations de vente tout de suite, par exemple. Vous savez ce qui a été vendu, le port du Pirée au Chinois. Port du Pirée. Bon, on vend à bas prix, on brade, tout ça n'est pas sérieux. Alors après, on peut renégocier la dette dans la durée, faire baisser les taux d'intérêt. Mais enfin, il va falloir aussi que Tsipras tienne les engagements de son pays. L'autre, évidemment, grand dossier ce soir, c'est l'Ukraine, avec l'accord de Minsk qui a été signé ce matin, une nuit entière de négociations. C'est un bon accord, d'après vous? C'est un accord en trompe-l'œil potentiellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il fallait agir. Et François Hollande et Angela Merkel ont eu raison de tout tenter. Et j'espère que ça va réussir. Là aussi, il va falloir faire des compromis. Il faut que les Ukrainiens fassent des compromis, notamment avec une réforme constitutionnelle, avec peut-être une fédéralisation, plus d'autonomie aux régions de l'Est. Et puis, il va falloir que Poutine comprenne aussi que c'est une intégrité territoriale qu'il ne faut plus menacer. Donc, bien sûr qu'il va falloir faire des compromis de part et d'autre. Mais moi, je suis heureuse quand je vois que les Européens, les responsables politiques, hommes et femmes politiques européens, s'occupent au fond de l'avenir de l'Europe, ne le laissent pas gérer par d'autres, par exemple par les Américains. Il était temps que les Européens s'y mettent. Et donc, moi, je salue tout à fait leur initiative. L'axe franco-allemand, c'est important. Alors sur la vente des Rafales, maintenant, on l'a appris ce soir, le président l'a annoncé, c'est enfin fait. Il y aura une exportation de Rafales, c'est l'Égypte qui est acheteuse. 24 avions en tout, votre réaction? C'est bien, c'est pas bien de vendre des avions à l'Égypte? C'est une bonne nouvelle pour les exportations françaises, on va dire. 5 milliards qui, j'espère, rentreront dans les caisses. Parce qu'il faut encore finir le montage financier avec les Égyptiens qui n'ont pas tellement d'argent. Donc il va falloir trouver des prêts, relais. Mais enfin, je suppose que ça va se faire. Vous avez un doute sur le fait que les 5 milliards arrivent écoutez, on sait bien que l'Égypte est en difficulté financière. Mais je suppose qu'ils y travaillent. Alors, cet accord, plus l'accord de Minsk hier, on ne sait jamais, peut-être ce soir, tout à l'heure, une annonce sur la Grèce. Est-ce que vous vous dites là, le président Hollande... il a une bonne séquence là. Je me dis qu'on vit dans un monde très très difficile et compliqué et qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles et que si on arrive à avoir ce cessez-le-feu ce week-end, on verra. Si on arrive à favoriser, faciliter la paix entre l'Ukraine et la Russie et à stabiliser cette partie-là mais sur le travail de François Hollande, ce soir, c'est quoi? C'est bravo, c'est normal, c'est quoi? C'est bien. Il a bien fait son travail, lui et Angela Merkel. Quand il est parti tout de suite après sa conférence de presse, moi je l'ai salué, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de leur part. Au fond, l'Europe, elle existe. Voilà. Moi, vous savez, je suis parlementaire européenne. Je crois profondément que dans le monde tel qu'il est, il faut une Europe forte. Et quand on voit l'Europe exister, ça me fait plaisir. Est-ce que cette séquence irait jusqu'à vous faire dire, tiens, pourquoi pas repenser à François Hollande pour 2017 ou résolument vous restez déçu? Mais j'ai pas envie de mélanger les choses, si ça vous ennuie pas. Là, on parle de quoi? On parle de l'avenir du monde, on parle de l'avenir de la paix, on parle de tous ceux qui sont morts là-bas, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Alors, si on pouvait de temps en temps mettre les affaires de politique intérieure française derrière l'intérêt général, ce serait vraiment bien. On va en parler séparément, si vous voulez bien. Parlons donc de politique intérieure, si vous voulez bien. L'UDI, qui présentera un candidat en 2017, a déclaré à son président: j'exclus pas un rapprochement avec le MoDem. Et vous? Je trouve j'aime bien Jean-Christophe Lagarde, mais je trouve ce type de déclaration absolument à contretemps. Je veux dire, est-ce que c'est la question de savoir qui va être candidat à l'élection présidentielle? Il vous fait une déclaration d'amour, vous ne devriez pas le renvoyer comme ça. Je suis très contente pour les déclarations d'amour, je prends toujours, bien sûr, avec plaisir. Mais vous voyez bien que la question, la présidentielle, c'est pas un jeu, je veux dire. C'est pas un jeu, mais c'est dans 2 ans. Il est peut-être temps pour le MoDem de dire où il est. Parce que jusqu'à présent, vous étiez à côté de François Hollande, donc vous êtes où?
C'est dans 2 ans. Le MoDem, il est d'un seul côté, que la prochaine élection présidentielle soit un succès pour le pays. Et un succès pour le pays, ça veut dire que celui ou celle qui sera élu puisse gouverner, puisse rassembler et puisse enfin faire les réformes dont le pays a besoin. Je vais poser ma question différemment. C'est ça, moi, mon obsession. Je vais poser ma question différemment. Si Alain Juppé n'était pas le candidat de l'UMP, on a bien compris que François Bayrou, votre président, aime bien Alain Juppé. Mais si Alain Juppé n'était pas le candidat de l'UMP, est-ce que vous pourriez imaginer à ce moment-là un rassemblement avec l'UDI qui lui ferait candidature à part? Moi, je pense qu'il faudra un rassemblement large. Je pense que si le Front National est aujourd'hui là où il le doit à 30 années, au fond, de bipartisme et d'une bipolarisation UMP, PS, PS, UMP, l'un, l'autre, alternativement au pouvoir. Je crois qu'il faut rompre avec ça. Donc, je crois qu'il faut des rassemblements larges, nouveaux, avec des calendriers de réformes soutenus par une majorité large qui va, on va dire, de la droite républicaine à une gauche social-démocrate en passant par le centre. Ce que Schröder a fait, par exemple, en Allemagne, en s'appuyant sur les uns et sur les autres. C'est ça dont la France a besoin. Donc la France, elle a besoin d'hommes et de femmes politiques qui mettent l'intérêt général avant les intérêts particuliers, qui enfin, s'accordent sur les quelques réformes importantes pour le pays. Donc moi, c'est ça mon souhait. C'est pas l'Europe de l'Atlantique à l'oral, c'est le rassemblement, l'Union nationale de Valls à Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous dites? Je n'ai pas du tout envie que les extrêmes un jour l'emportent dans mon pays. Et donc j'ai envie qu'il y ait une alternative. Et donc pour ça, il va falloir faire des rassemblements à ce que vous appelez les extrêmes. Quitte à laisser la place de l'opposition, le siège d'opposition officiel à ceux que vous appelez les extrêmes? Parce que qui dit alliance dit laisser la place vacante. Moi, j'ai envie de succès pour mon pays. J'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que les Français gagnent demain aussi pour eux en pouvoir d'achat, en emploi, en croissance. J'ai envie que mon pays se réveille. J'ai envie qu'il retrouve de l'énergie. Je ferai tout pour ça. Vous allez nous dire si, d'après vous, ça peut participer au réveil des énergies. Il y a un parti qui parle déjà de 2017, il en rêve, il n'en est pas là. Pour l'heure, il va se frotter aux urnes pour la première fois au départemental. C'est un parti musulman, l'Union des démocrates musulmans de France. C'est bien qu'il y ait un parti musulman qui se constitue en France? Écoutez, je ne sais pas, c'est pas interdit en tous les cas. Vous savez qu'il y a à peu près 300 politiques. Alors on verra, moi entre les annonces et la réalité, je suis quelqu'un qui aime bien toucher pour voir. Moi, c'est pas mon idée de la politique. Mon idée de la politique, elle n'est pas confessionnelle, elle n'est pas communautaire, elle est, on va dire, républicaine. Et votre idée de l'université, la question se repose. Un enseignant de Paris 13 a été suspendu pour avoir interdit de cours une étudiante volée, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire parce qu'il n'en avait pas le droit, ou est-ce qu'il faut faire évoluer la loi et faire comme dans les collèges, les écoles, les lycées, éventuellement étendre la loi sur la laïcité à l'université? Les universités sont autonomes. Il faut qu'elles gèrent ce type de problème aussi elles-mêmes. Moi, je pense qu'on a une loi qui est d'application et qui se passe bien au collège et au lycée. Est-ce qu'on va réouvrir encore aujourd'hui un débat sur l'université? Je n'y suis pas favorable. Merci Marielle de Sarnez d'être venue répondre à nos questions. Vous restez avec nous. On va reprendre cette image en direct. Venue répondre à nos questions.